Et voilà, donc bienvenue au module 4. Et je vais présenter donc notre intervenant aujourd'hui, notre conférencier. Est-ce que je peux partager mon écran? Ah oui, oui. Pardon, oui, Je vais arrêter le mien. Non, c'est bon, je peux juste partager. Donc voilà, donc l'intervenant est Dr Babadiaï Diagne, il est expert en formation à distance, directeur des études à l'École normale supérieure d'enseignement professionnel, technique et professionnel, et qui fait partie de l'UCAD. Donc on est vraiment ravis de vous avoir pour nous parler en fait aujourd'hui de la motivation des étudiants. Et il y avait beaucoup de questions hier à Dr Ndiaye sur ceci. Dans les diapos, vous avez la biographie de notre conférencier, donc vous pourrez la lire, mais des faits vraiment intéressants. Dr Diagne est un expert de l'enseignement à distance depuis des années. Il a un doctorat sur l'éducation orientée vers le développement professionnel des enseignants du secondaire. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir pour nos participants aujourd'hui. Il a été aussi enseignant, d'après votre biographie, 13 années dans l'enseignement secondaire au lycée technique industriel Maurice Delafosse. Et actuellement, il a capitalisé son expérience dans le domaine de la formation à distance et il a développé beaucoup de compétences sur la scénarisation, l'implémentation et le tutorat de cours à distance. Et actuellement, il est l'un des développeurs, des acteurs centraux d'un MOOC sur ReaMOOC, dont vous avez le lien dans les diapos. ReaMOOC est le MOOC principal sur lequel il travaille actuellement, c'est sur la pédagogie universitaire. Mais vous pouvez aussi consulter ReaMOOC pour voir les autres MOOC disponibles. Donc, sans plus attendre, les diapos seront mises sur le site après. Mais sans plus attendre, donc, on va écouter Dr Diagne. Alors, juste pour que vous sachiez aussi, donc, il va y avoir environ 30 minutes de présentation, 30 minutes de mise en situation et 30 minutes de questions. Voilà, c'est notre organisation aujourd'hui. Et vos questions, pour ne pas les oublier, vous pouvez les écrire sur le chat, etc. Donc, merci beaucoup et c'est à vous, Dr Diagne. Voilà, merci beaucoup, Christelle. Donc, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler un peu de la motivation en contexte de formation à distance. C'est un concept quand même assez complexe qui permet de déterminer si véritablement l'individu qui s'est engagé en formation est capable d'aller au bout, oui ou non. C'est une grande problématique qui se pose non seulement dans la formation en présentiel, mais également dans la formation à distance. Alors, pour partager mon écran, je me permettrai d'arrêter ma caméra pour faire de la place. Voilà. Et je m'en vais partager effectivement mon écran sur la motivation. Alors, je me mets en mode diaporama. Voilà. Alors, la motivation, donc, dans l'enseignement STEM, en contexte de formation ouverte et à distance. Alors, nous partirons d'un certain nombre de constats liés à l'avènement du numérique. Et le premier constat, c'est qu'en contexte de formation à distance, il y a évidemment une modification des modes d'acquisition des compétences qui s'est opérée. Évidemment, puisque celui qui enseigne n'est plus en face à face avec ses élèves. Donc, en termes de scénarisation même des contenus ou des ressources à mettre à disposition des apprenants, il y a une méthode de structuration de ces contenus-là qui doit s'opérer. Ça ne peut plus être comme on le faisait en face à face.
Alors, ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, effectivement, un élargissement de ces modalités d'apprentissage de la part des élèves avec l'apparition de l'Internet, comme les formations ouvertes à distance, les MOOC, les Serious Games, comme ce qu'on voit un peu les jeux sérieux, hein, entre guillemets, avec l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc, cet élargissement des modalités d'apprentissage permet, quel que soit le lieu où l'individu se trouve, de pouvoir s'engager effectivement dans une formation. Cependant, on peut noter un taux d'abandon très élevé. Dans certaines situations, ça peut aller jusqu'à entre 57 et 60%. Donc, ce qui pose naturellement la problématique de la motivation dans ce type de formation. Alors, on va s'intéresser au concept de motivation pour savoir qu'est-ce que cela signifie et d'où ça vient. Bien sûr, étymologiquement, motiver est dérivé du terme motif. Donc, avoir un motif est une raison d'agir. Bien sûr, quand on est motivé, on se donne les moyens d'obtenir le pourquoi on est motivé. À bien des égards, effectivement, des chercheurs ont parlé de cela, notamment Lev Vygotsky, qui est un auteur russe, qui a écrit ça en 1933. Toute action est précédée d'un motif. Et évidemment, ce motif vient du fait qu'on s'est forgé certaines croyances par rapport à ce que l'on veut. Et comme on le dit très souvent, Richardson, Ken, je convoque un certain nombre d'auteurs, ils disent que, évidemment, nos croyances dictent nos actions. Et ça, c'est important. Nos croyances dictent nos actions. Donc, cela veut dire que ce que nous croyons être capables de faire, d'accord, nous pousse à aller et essayer d'obtenir ce que nous voulons. Donc, on reviendra sur ces aspects-là quand on abordera le domaine socio-affectif. Lévy Le Boyer, quant à lui, dit que la motivation est un processus qui se décompose en 3 étapes. D'abord, se donner un objectif à atteindre. Évidemment, dans la vie, quelle que soit la situation où on se trouve, quand on veut quelque chose, il faut se fixer un objectif clair. Et c'est cet objectif-là qu'on doit toujours garder en ligne de mire pour éviter effectivement qu'il y ait des éléments connexes qui viennent perturber votre trajectoire. Un auteur qui s'appelle Magère le dit à bien escient, je le cite, « Quand vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de vous retrouver ailleurs et sans le savoir. » Fin de citation. Évidemment, pour dire tout simplement qu'on ne s'engage pas dans quelque chose pour dire après, qu'est-ce que je vais en faire? C'est généralement cette dernière affirmation-là qui vient en premier. Qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, on se donne les moyens d'atteindre cet objectif-là. Deuxième étape de ce processus, décider de faire un effort pour l'atteindre. Il ne sert à rien de se fixer des objectifs et de ne pas se donner les moyens pour l'atteindre. Donc, cela veut dire qu'il y a un effort à faire. Bien évidemment, dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, nous savons tous qu'il y a des obstacles épistémologiques qui se dressent devant les élèves. Il y en a qui comprennent ce que vous expliquez du premier coup, d'autres qui ont du mal à vous comprendre du premier coup, peut-être d'autres qui ne vous comprendront jamais. Ce qu'on appelle donc des obstacles à cela. Et maintenant, quand ces obstacles se dressent devant les apprenants, il y a un effort de leur part qu'il faudra faire pour atteindre cet objectif-là. Et bien sûr, surmonter cet obstacle qui se dresse devant eux. Et bien sûr, une dernière étape de ce processus, c'est la persistance, voire la persévérance dans cet effort. Il ne s'agit pas de faire un effort aujourd'hui et de baisser les bras ensuite. Donc, il y a effectivement la persévérance dans cet effort, voire la persistance qui permet véritablement d'atteindre l'objectif. Alors, selon un peu la théorie de l'évaluation cognitive, la motivation d'un individu est principalement influencée par ses besoins d'autodétermination, de compétence
et d'affiliation. Si vous regardez bien sur la diapositive, j'ai utilisé des éléments d'emphase visuelle pour bien mettre en exergue les concepts d'autodétermination, de compétence et d'affiliation. Pourquoi cela? Alors, la formation ouverte à distance peut favoriser la motivation s'il y a des conditions. Les apprenants se sentent plus autodéterminés, c'est-à-dire ils ont plus de choix, de contrôle dans les activités qui sont réalisées lors des cours en ligne. On verra ces conditions-là. Comment les apprenants peuvent avoir des choix ou bien des contrôles dans les activités qui leur sont proposées lors des cours en ligne. Deuxième chose, si les apprenants se sentent plus compétents, évidemment, il y a le concept de sentiment d'auto-efficacité et d'estime de soi qu'on verra plus loin, qu'il faut prendre en compte dans cette phrase-là. Troisième élément, ou encore si le fait d'apprendre en ligne augmente le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, la vraie problématique, c'est la distance. Parce qu'en situation de présentiel, les élèves se retrouvent très souvent ensemble dans une classe. Et on parle très souvent de communauté d'apprentissage. Mais à distance, évidemment, il y a ce sentiment de solitude qui apparaît. On est derrière son écran, on est devant son clavier. On est devant un clavier et évidemment, on ne sait pas qui est de l'autre côté. Donc, il y a un travail à faire de la part du tuteur ou de l'enseignant pour que chaque apprenant se sente appartenir à ce groupe-là. Donc, ce sentiment d'appartenance ou d'affiliation. Et ça, c'est extrêmement important en termes de persistance dans la formation à distance. Alors, on a tout à l'heure expliqué l'étymologie du concept de motivation en parlant de motifs. Et ces motifs sont dits intrinsèques et ou extrinsèques. Cela veut dire qu'il y a au moins la présence d'un motif. Soit le motif il est intrinsèque, au moins, soit il y a les deux, intrinsèque et extrinsèque. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque les motifs sont intrinsèques, ceux-ci sont réalisés pour l'activité elle-même. C'est-à-dire l'individu ne cherche aucune autre récompense externe. Il ne cherche que son évolution personnelle ou le plaisir d'apprendre. Donc, il y en a qui sont très à l'aise quand ils sont en train de faire une activité. Dans ce cas précis, on parlera de motif intrinsèque qui est interne à la tâche, où l'individu ne cherche pas à être récompensé par une personne, par l'enseignant ou autre chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est véritablement prendre du plaisir dans ce qu'il est en train de faire. Par contre, quand il s'agit de motifs extrinsèques, ceux-ci sont beaucoup plus variés. Le premier choix, c'est lorsque nous nous retrouvons au plus faible niveau d'autodétermination. Quand l'individu agit sous contrainte. On le sait, à l'école primaire, nous sommes tous passés par là. Les premiers jours de l'école, on nous traîne par la main, par les pieds, pour nous forcer à aller à l'école, par obligation, pour éviter une sanction, par exemple. Ou bien on s'engage pour faire plaisir à quelqu'un, parce que mes parents veulent que voilà, j'aille à l'école. Donc, je le fais uniquement pour leur faire plaisir. Nonobstant le fait que, voilà, personnellement, je ne suis pas du tout intéressé. Mais voilà, je le fais uniquement pour ne pas être sanctionné, voilà, ou sous la contrainte. Alors, au plus haut niveau, par exemple, maintenant, des motifs externes ou extrinsèques, l'individu agit volontairement pour obtenir quelque chose qui l'intéresse. Par exemple, quand un élève veut que coûte avoir son diplôme, que ce soit le BFM, le baccalauréat, c'est son objectif. Donc là, il se met à travailler durement pour obtenir son diplôme, sans pour autant avoir derrière un objectif clair lié à son post-bac. Donc là, ce sont des motifs extérieurs à l'individu, influencés par quelque chose. Nous nous intéresserons maintenant à la dimension socio-affective, qui recouvre donc l'ensemble des émotions et des sentiments.
Les émotions sont définies comme une réaction soudaine qui peut être observable et universelle. Quand l'enseignant, par exemple, dit quelque chose de mal à un apprenant, celui-ci peut réagir d'une certaine manière, donc qui est soudaine et qui est observable. Et généralement, que nous tous, apprenants, avons en commun. Donc, on parle de l'universalité de ces émotions-là. Alors, les sentiments, par contre, sont plus stables et durables et intériorisés et subjectifs. Donc, les sentiments sont propres à un individu. Et de ce point de vue, nous allons parler nous nous focaliserons sur 4 éléments qui nous semblent essentiels dans la motivation. C'est le sentiment d'auto-efficacité que nous devons à un grand chercheur américain qui s'appelle Albert Bandura, qui en a parlé en 1986. Et bien sûr, comment dirais-je, qui voudrait que ce sentiment d'auto-efficacité soit considéré comme la croyance en sa capacité à réussir. C'est l'estime de soi. Comme on le dit très souvent ici au Sénégal, en Wolof, gëm sa bopp. Évidemment, il va de soi que si on ne croit pas en ses capacités, tout ce que nous entreprenons est voué à l'échec. Donc, il est extrêmement important d'avoir ce sentiment d'auto-efficacité. Et de ce point de vue, l'enseignant a un très grand rôle à jouer dans le sentiment d'auto-efficacité des apprenants. Si un enseignant se permet toujours de dire à un élève « non, tu ne sais rien, tu es nul », etc., là, vous allez à l'encontre de son sentiment d'auto-efficacité. Vous mettez le doute dans son esprit. Quel que soit son niveau, il faudra l'encourager à aller de l'avant. Et ça, c'est un élément de motivation pour engager les élèves dans une tâche et à les inciter à persister dans l'effort. Alors, le sentiment de confiance en l'autre. Alors, là, c'est en relation avec les compétences qu'on a et dans le respect des valeurs personnelles de l'autre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je fais partie d'une communauté d'apprentissage, un groupe classe, comme on dit. En formation à distance, on utilise très souvent ce terme de communauté d'apprentissage, du fait de la virtualité des relations. Et de ce point de vue, quand la relation s'établit entre les apprenants, il faudrait qu'on parvienne à développer ce sentiment de confiance vis-à-vis de l'autre. Sachant que quand on a un problème, on a la possibilité d'être aidé par son vis-à-vis. Donc ça, c'est extrêmement important en formation à distance. L'autre histoire qui nous vient de Durkheim en 1930, c'est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le fait d'être reconnu par autrui et de s'identifier à un groupe. Ça, c'est important. Si je me sens à l'aise avec mes autres camarades de travail en ce moment-là, je me dis que, voilà, j'appartiens à ce groupe-là. Et j'ai la possibilité de me mouvoir davantage dans ce groupe. Donc, comme le dit Maman sur RFI, la fameuse cour de récréation. Il y a à l'école primaire, par exemple, des enfants qui ont peur d'aller dans la cour de récréation parce que tout simplement, ils vont se tabasser. Ils sont isolés dans la classe, ils sont considérés comme les plus faibles. Il y en a qui passent leur temps à leur taper dessus. Cela existe également au collège, cela existe également au lycée. Mais si véritablement ces problèmes-là sont réglés et que tous les apprenants se sentent appartenir au groupe classe, en ce moment-là, les relations sont beaucoup plus fluides et les gens ont tendance à pouvoir travailler ensemble. Maintenant, en formation à distance, effectivement, il y a des manières de faire qui permettent véritablement à tout un chacun de se sentir comme membre du groupe. Et le dernier élément, c'est le sentiment de solitude, par absence de lien et ou de défaillance du lien à l'autre. Donc, évidemment, les autres éléments qu'on a cités tout à l'heure, surtout le sentiment de confiance en l'autre et le sentiment d'appartenance, impactent le sentiment de solitude. Alors,
Ce qui nous ramène à une troisième dimension, c'est-à-dire la dimension cognitive. Et là, j'insiste là-dessus, c'est une dimension extrêmement importante. Pourquoi? Parce que je commencerai à parler d'apprentissage. L'enseignement et l'apprentissage sont deux concepts qui sont intimement liés. Il y a l'enseignant qui fait son cours et qui crée les conditions pour que les élèves puissent apprendre. Mais il va de soi que si l'apprentissage n'est pas compris, celui-ci est considéré comme un apprentissage non appris. Donc, je fais la distinction entre ce qu'on est capable de restituer et ce qu'on est capable de paraphraser, c'est-à-dire d'expliquer en ses propres mots. Si j'apprends par cœur une leçon, je peux restituer comme telle. Il se pourrait que je n'ai rien compris. Donc, on considère qu'un apprentissage non compris est considéré comme un apprentissage non appris. Alors, ceci, nous le devons également à un grand chercheur américain du nom de David Ausubel, qui dit que pour qu'un apprentissage soit compris, donc appris, il faut qu'il ait du sens pour celui qui apprend. C'est-à-dire, il faut créer des significations. Est-ce que celui qui apprend sait que ce qu'il est en train d'apprendre va lui servir à faire telle ou telle autre chose? Est-ce qu'il parvient à faire le lien entre ce qu'il sait déjà et ce qu'il est en train d'apprendre? Et s'il l'apprend, qu'est-ce que ça va lui permettre de régler comme problème dans sa vie quotidienne ou futurement, effectivement, dans sa pratique professionnelle? De ce point de vue, donc, on parle d'apprentissage significatif. L'apprentissage significatif consiste en l'acquisition de nouveaux savoirs en relation cohérente avec les connaissances et les expériences dont dispose l'apprenant. D'où l'importance de ce qu'on appelle la mise en situation. Partir d'exemples concrets, et de ce point de vue, les apprenants sauront que ce que je vais apprendre là va me servir à régler tel type de problème. Il est bien d'apprendre les apprenants à abstraire, c'est vrai, mais il est également important de savoir contextualiser, décontextualiser, puis recontextualiser. C'est-à-dire, la connaissance s'apprend en contexte, dans un contexte bien déterminé. Même avant d'aller à l'école, chaque individu a appris beaucoup de choses dans le cocon familial, n'est-ce pas? Nous sommes tous passés par là, on a appris à parler avant même d'aller à l'école, on a appris à manger, on a appris à jouer, à recopier un peu ce que font nos parents, nos frères, nos sœurs. Donc, on apprend dans un environnement social et culturel donné. Mais cet apprentissage-là se fait dans un contexte bien déterminé pour montrer que l'individu a parfaitement bien compris, il faudrait que ce qu'il a appris, qu'il puisse l'exercer dans un contexte différent. Ce qu'on appelle le transfert. S'il parvient à le faire, cela veut dire que ce qu'il a appris a du sens pour lui. Donc, c'est un apprentissage qui est considéré comme significatif. Donc, cette dimension cognitive, elle est extrêmement importante. Ça interroge la manière dont nous, enseignants, nous menons nos activités pour mettre à disposition des ressources et des situations qui permettront aux élèves de pouvoir apprendre. Alors, ce processus donc d'incorporation se produit quand la nouvelle connaissance à acquérir par l'apprenant peut se lier à la connaissance qui lui sert de point d'ancrage dans sa structure cognitive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un individu n'a pas la tête vide, a des croyances qui sont ancrées dans sa structure cognitive au niveau de son cerveau. Ces croyances peuvent être vraies comme elles peuvent être fausses. Il est important pour l'enseignant, avant d'enseigner un nouveau concept, une nouvelle méthode, un principe, etc., de savoir ce que les gens ont déjà dans le cerveau. Est-ce que ce qu'ils ont en termes de croyances, on peut se baser sur cela pour introduire de nouvelles connaissances qui leur permettra donc de point d'ancrage,
Oui ou non? C'est pourquoi il est extrêmement important en enseignement de procéder à ce qu'on appelle la vérification des prérequis. La vérification des prérequis et l'analyse des conceptions préalables des enseignants sur ce qu'on veut. Attention, je me suis trompé. Sur l'analyse des conceptions préalables des élèves par rapport à ce qu'on veut leur enseigner aujourd'hui. Donc, ce sont des dimensions qu'il faudrait effectivement prendre en compte. Et bien sûr, nous sommes dans un cadre propice pour ce faire. Parce que tout simplement, l'enseignement des STEM entre dans le cadre où nous faisons très souvent ce qu'on appelle un apprentissage significatif. Que ce soit les mathématiques qui peuvent être très abstraites, mais de plus en plus, on a constaté que dans les manuels, on part très souvent d'une situation problème. Donc, avec un problème courant de la vie que l'on peut régler par les mathématiques, que ce soit l'enseignement de la technologie où on veut apprendre des gens à dessiner, etc., que ce soit l'apprentissage des, comment dirais-je, des sciences, que ce soit les sciences physiques, où on a la possibilité de faire une expérimentation qui est un apprentissage très significatif pour les élèves. Donc, nous voyons bien que l'enseignement des STEM conduit très souvent à des apprentissages significatifs qui plongent les apprenants dans des situations, problèmes qui sont réels et qui leur permettent véritablement de s'intéresser à ce qu'ils vont faire. Donc, il est extrêmement important de savoir que la motivation réside en partie sur ce que l'enseignant va proposer aux apprenants. Et ceci nous amène maintenant à faire un petit travail de synthèse par rapport à ce que nous venons de dire. À savoir quelle est la démarche qu'il faut adopter pour motiver les apprenants. Alors, vous avez vu la scénarisation avec Moussa Ndiaye, et dans cette scénarisation, il y a des possibilités qui sont offertes par les plateformes de formation à distance aux enseignants pour pouvoir les utiliser au mieux pour mobiliser la persistance dans le travail de la part des élèves. Et de ce point de vue, les activités collaboratives mobilisent beaucoup plus que les activités individuelles. Ça, c'est un constat fait sur la formation à distance. D'ailleurs, il y a un chercheur qui s'appelle Alain Jaé qui a montré que quand les élèves se connectent sur une plateforme à distance, la première des choses qu'ils ont à faire, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les espaces dédiés aux activités collaboratives, comme le forum de discussion, voire le wiki. Donc, attention, cela incite à réfléchir. D'autant plus que ces activités collaboratives sont plus efficaces pour établir ce qu'on appelle une communauté de pratique. Communauté de pratique, des gens qui ont le sentiment d'appartenance et le sentiment de confiance, comme on en a parlé tout à l'heure. Autre élément extrêmement important en termes de démarche de motivation, ce sont les soutiens affectifs et cognitifs. Quand un enseignant fait son cours, même en présentiel, d'une manière détachée, ne connaît même pas le nom de ses élèves, il vient, il fait son cours, il s'en va, il ne parle que du cours. En ce moment-là, les élèves ne sont pas intéressés à ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a cette qualité d'empathie, cette qualité, cette capacité d'écoute, ces compétences relationnelles que l'enseignant doit avoir et qu'il doit mettre en exergue dans tout ce qu'il fait. En ce moment-là, les apprenants vont se sentir très proches de l'enseignant. Et ceci est un élément, un facteur extrêmement important de persévérance et qui peut provenir également des pairs que des tuteurs. Les pairs, ce sont les autres camarades de classe. Alors, un autre élément extrêmement important pour la motivation en formation en ligne, c'est la diversification des ressources que vous mettez à disposition. Et dans cette diversification, il y a ce qu'on appelle les capsules vidéo. Vous voulez mettre en exergue un concept, un principe, une méthode
d'accord, vous pouvez faire un enregistrement vidéo pour insister sur un certain nombre d'aspects. Autre élément, il y a les scripts, c'est-à-dire le texte, la structuration même de votre contenu. Les liens que vous mettez à disposition pour les renvoyer sur d'autres sites et ce qui leur permettra de renforcer ce que vous leur proposez en termes de contenu. Ces éléments également participent à favoriser à la persévérance, donc qui impacte la motivation des apprenants. Autre élément extrêmement important, c'est la création d'un cadre d'expression et de recueil des préoccupations des apprenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation à distance pose une autre problématique, c'est le fait que certains individus ont du mal à apprivoiser la technologie. Il a été démontré que ceux qui ont des problèmes pour maîtriser l'outil informatique ont généralement des problèmes pour persévérer dans la formation à distance. Parce qu'au lieu de se focaliser sur l'enseignement que leur propose l'enseignant, ils ont beaucoup plus de problèmes de savoir comment se connecter, comment entrer dans le forum, comment entrer dans le chat, comment aller à la vidéoconférence. Donc, ils perdent du temps sur cela. Et cela constitue effectivement une source d'abandon. Donc, il est extrêmement important de savoir. Et de ce point de vue, créer un cadre d'expression pour recueillir les préoccupations des apprenants constitue un élément essentiel qui permet aux tuteurs, aux enseignants de pouvoir intervenir en temps réel et de juguler ces difficultés rencontrées par les apprenants. Et de ce point de vue, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par cadre d'expression et de recueil de préoccupations. Alors, pour opérationnaliser cette motivation, donc, on va parler des éléments que nous avons cités tout à l'heure, à savoir le domaine de la motivation, le domaine socio-affectif et le domaine cognitif, en rappelant qu'au départ, pour enrôler les apprenants dans la tâche, il est important de créer en eux ce qu'on appelle un conflit cognitif. Un conflit cognitif en mettant en œuvre une situation qui crée un apprentissage significatif dès le départ. Par exemple, le dire aujourd'hui, on va apprendre, comment dirais-je, à filtrer le pétrole. Parce que le Sénégal vient de faire d'importantes découvertes en gisement de pétrole. Ah, on dit, ah, voilà, on va savoir comment est le processus. C'est une expérience que vous allez mener en physique ou bien en chimie. Voilà. Ils sauront que cet apprentissage qu'ils vont faire est un apprentissage significatif et qui leur permettent véritablement de régler un problème concret. Donc, il est important, généralement, pour capter la motivation des apprenants, de les mettre devant des situations comme ça. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de cadre d'expression et de recueil des préoccupations des apprenants. Alors, il y a des outils dont vous disposez sur la plateforme. Et d'ailleurs, il y a des théories d'enseignement-apprentissage qui existent, hein, données par les plus grands savants au cours des siècles passés. Et aujourd'hui, c'est la formation à distance qui a permis véritablement à ces méthodes de s'épanouir davantage, en mettant en place des outils qui permettent véritablement de mettre en œuvre ces méthodologies, mises en place d'un forum général. Un forum général, comme vous pouvez le voir, hein, sur Internet, partout, hein, que ce soit sur Chrome, sur Firefox. OK? Les forums, c'est généralement des espaces de discussion où les gens ont des problèmes réels qu'ils rencontrent et qu'ils exposent et qu'une tierce personne peut intervenir pour leur donner tout de suite la solution. Ça se passe exactement de la même manière par rapport à la formation à distance. Juste en début de votre cours, juste après les structurants de la formation, où vous allez mettre les objectifs, les contenus, vous créez un forum général pour le dire carrément d'une manière explicite, postez dans ce forum général les difficultés techniques, d'accord, ou d'apprentissage que vous aurez rencontrées, de manière à pouvoir recueillir leurs préoccupations et d'y apporter la solution. Ce qu'on appelle donc l'étayage, l'aide que l'enseignant peut apporter à un apprenant. Et de ce point de vue, les autres pairs, c'est-à-dire les autres apprenants,
ont la possibilité d'intervenir pour aider leurs camarades en difficulté. Donc, quand on parlait tout à l'heure de sentiment d'appartenance, ça rentre également dans ce cadre. Recours aux outils de travail collaboratifs, comme le forum de discussion, le wiki, etc. Vygotsky a montré, quand les gens font un travail de groupe, vous venez, vous faites votre cours, vous donnez une activité et vous subdivisez la classe en plusieurs sous-groupes. Je parle du présentiel, des groupes de 4 ou de 5 personnes. Vous leur donnez une activité et vous dites, faites le travail en commun. Cette possibilité existe en formation à distance avec le forum de discussion, voire le wiki. Ce sont des activités de très haut niveau cognitif, qui sont des activités de collaboration, où les gens ont la possibilité d'agir inversement sur les autres. Se sont rendus compte que Vygotsky, en faisant donc ces expériences, s'est rendu compte que quand vous avez un groupe qui n'est pas très homogène, vous avez par exemple celui qui est considéré comme étant le meilleur dans votre matière et celui qui est considéré comme étant le plus faible, etc., vous les mettez en groupe. Celui qui est considéré comme étant le plus faible peut avoir une influence sur celui qui est considéré comme étant le meilleur. Ne serait-ce que les questions qu'il va lui poser. Lui, il n'a pas compris. Il pose des questions pour comprendre. Et il amène les autres à réfléchir, peut-être, sur des problématiques auxquelles ils n'auraient jamais réfléchi si la question ne leur avait pas été adressée. Donc, ces forums de discussion, comment dirais-je, constituent des moments clés de développement des individus qui appartiennent à un groupe de travail. Autre élément important, c'est la présence du tuteur. Les apprenants doivent sentir la présence du tuteur par ses mails de rappel, par ses incitations au travail, etc., etc. Et bien sûr, tout ce qui se fait sur la plateforme laisse des traces. J'ai aujourd'hui la possibilité, en tant qu'enseignant, de voir toutes les activités réalisées par les apprenants sur la plateforme et de pouvoir intervenir quand cela est nécessaire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à ce propos. Et maintenant, pour terminer, on fera bien sûr une petite activité de mise en situation d'un apprentissage significatif en lien avec les outils de travail collaboratif. Comme vous avez déjà vu avec M. Ndiaye comment scénariser un cours, forcément, dans cette démarche de scénarisation, il a mis à côté les outils qui vous permettront de faire telle ou telle autre activité. Et de ce point de vue, j'imagine que vous avez déjà vu les outils de travail collaboratif comme ne serait-ce que le forum de discussion. Je vous exhorte, en fonction de votre spécialité, chacun en ce qui le concerne, de proposer une petite activité, d'accord? Donc, une séquence d'enseignement, d'apprentissage, une activité de mise en situation d'un apprentissage significatif pour booster la motivation de ces apprenants-là. Et ceci doit se faire en lien avec les outils de travail collaboratif. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention et en restant effectivement à l'écoute des questions que vous aurez à me poser pour des clarifications, voire des partages d'expertise. Merci beaucoup. Donc, je pense que... est-ce que vous vouliez avoir des retours sur des exemples de mise en situation par rapport à ce que vous avez demandé à la fin, Dr. Ndiaye? Oui, est-ce que vous dites, est-ce que j'ai des retours? Oui, vous vouliez que les participants vous donnent des exemples oui. en particulier, donc, des exemples exactement. Alors, je reprends votre diapo. Je voudrais qu'ils réfléchissent rapidement, en 10-15 minutes, de la mise en situation, effectivement, d'une problématique, d'une activité, où ils voudraient qu'il y ait un apprentissage significatif de la part des étudiants en lien avec ne serait-ce qu'un seul outil collaboratif qu'ils peuvent trouver sur la plateforme.
Donc, ce serait pour quel outil collaboratif vous vouliez utiliser et surtout quelle activité vous voudriez faire pour vos élèves. Donc, on a des enseignants de mathématiques, physique, chimie. On a maximum 5 personnes qui sont plus dans les langues, etc. Mais donc, on vous laisse réfléchir quelques minutes d'abord pour faire cette activité. Exactement. Il y a quelques questions toutefois. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, bien sûr. Donc, allez-y. On vous demande de nouveau si vous pouvez lever votre main. Alors, oui, allez-y. Alors, c'est Mamadou Lamine Dong. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, M. Lamine. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci pour l'exposé, c'est clair. Je voulais demander, je suis professeur de maths, sciences physiques. Oui. Voilà, je voulais demander quand il s'agit d'un travail pratique. Par exemple, un dosage acido-basique qu'on veut faire. Quels sont les outils collaboratifs qu'on peut utiliser? Quand il s'agit d'un travail pratique qu'on veut faire. Oui. Par exemple, un dosage acido-basique. Quels sont les outils collaboratifs qu'on peut utiliser? Alors, il y a deux choses. Il y a en formation en ligne la possibilité d'utiliser un simulateur pour faire une expérience. Et la mise en situation par rapport à une activité qui va se dérouler individuellement, voire collaborativement. Là, quand je parle d'outils collaboratifs, c'est quand vous décidez vous-même de faire travailler les apprenants en groupe, plutôt que de leur demander de faire un travail individuel. Ok, merci. Maintenant, dans ce travail de groupe, où vous allez, par exemple, utiliser un forum de discussion pour qu'eux, ils puissent chatter ensemble, se poser des questions, y répondre, discuter et faire un travail en commun. Ça peut être également le wiki, qui est un outil de synthèse qui peut permettre à quelqu'un, par exemple, de faire un travail considéré comme une activité martyre. Hein. Je fais la première mouture et les autres ont la possibilité de venir changer des éléments dans le texte initial que j'ai initié. Étant un apprenant, voilà, j'ai la possibilité d'intégrer des choses, d'enlever des choses, etc. Et ceci nous permet de faire un travail en commun. Ceci donc n'a rien à voir avec un outil, un simulateur que vous avez la possibilité d'intégrer sur la plateforme et qui permet aux uns et aux autres de faire des simulations d'expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y en a qui ont levé la main encore. Moi, je ne les vois pas parce qu'il y a l'écran qui est partagé. D'accord. Donc, Monsieur Amadouba, je vais fermer l'écran. Bonjour. Bonjour, M. Ba. Bonjour, M. Diagne. Merci de cette brillante exposé. Voilà, je crois que vous avez énuméré carrément tous les éléments de motivation qui peuvent être utilisés. Bon, moi, par exemple, souvent, je travaille avec mes élèves dans le cadre des classes virtuelles là, comme Google Classroom. Mais l'élément de motivation qu'on retient souvent, bon, il y en a d'autres comme ce que vous avez expliqué que je ne savais même pas, mais bon, l'élément que je suis utilisé le plus souvent c'était la notation. En fait, quand les élèves, parce que tout le monde le sait, aujourd'hui, la connexion, les portables, les smartphones et tout, ça coûte de l'argent. Donc, quand l'élève est engagé dans ces activités-là, il dépense son argent et fait tout. Donc, il doit attendre un retour. Voilà. Donc là, c'est souvent les notes. Parce que ce sont des travaux à faire à la maison, des travaux collaboratifs et autres. Les notes sont souvent meilleures que les travaux, les devoirs surveillés.
Alors, ça peut les aider souvent à les tirer de leurs difficultés d'avoir de bonnes notes. Donc, ça peut améliorer le résultat scolaire. Bon, maintenant, mon problème se trouve à un niveau, parce que vous savez, la politique de l'État aussi va dans ce sens pour encourager l'utilisation des TIC et autres. Mais bon, aussi, ils ont tendance à mettre en place des politiques assez contradictoires. Parce qu'avec la progression harmonisée, ils ont carrément interdit souvent les professeurs, les enseignants pratiquement aujourd'hui, de faire des évaluations dans leur classe. Toutes les évaluations sont harmonisées à un niveau, au niveau des cellules, au niveau de la cellule journal, au niveau de la cellule académique, où l'enseignant perd cette possibilité-là de noter ses élèves. Donc, si vous enlevez cet élément de motivation-là, qui est la notation, où l'élève peut avoir quelque chose quand il s'engage dans un enseignement virtuel, en fait, qu'est-ce qui va lui rester? Ça, c'est un vrai problème quand même. OK. Je ne sais pas maintenant, avec votre rôle et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez pensé à ça? Voilà, pour le développement d'utilisation des TIS dans le système. Merci. Merci beaucoup, M. Ba. La réponse que je voudrais apporter par rapport à ça, elle est la suivante. Tout à l'heure, on a parlé de motifs intrinsèques et motifs extrinsèques. La notation que vous utilisez comme moyen de motivation fait partie des motifs extrinsèques. Effectivement, à la disparition de ce type de motivation, l'élève peut effectivement ne plus s'engager dans le travail comme il aurait dû le faire. Cela veut dire qu'il va falloir chercher effectivement d'autres moyens. Les autres moyens, c'est quoi? C'est effectivement la mise en situation qui leur permet de comprendre qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui va leur servir dans leur vie future en tant que professionnel. Par exemple, si je prends mon cas personnel, étant étudiant, en première année, on nous apprenait les approximations finies en mathématiques. Alors, on parlait de factoriel, et nous, on faisait des calculs très longs. Je ne savais pas à quoi ça servait. C'était vraiment décontextualisé par rapport. Je me dis, mais finalement, ça me sert à quoi? Pour me fatiguer. Mais quand je me suis engagé en master en sciences de l'ingénieur, alors, et qu'on reprenait ces cours-là, j'ai tout de suite compris. Parce que c'était en situation où on t'expliquait véritablement à quoi cela allait te servir. Là, j'ai pu comprendre, attention, je fais ça justement pour pouvoir faire des simulations sur ordinateur. On me donne un phénomène physique à analyser, je sors les équations, je vais mettre ça sur un simulateur, ça me fait sortir les courbes. Je sais que si je fais varier un paramètre, voilà le comportement. Alors là, je comprends mieux. C'est très significatif pour moi et je sais que dans mon domaine, et si je n'apprends pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Là, explicitement, je sais ce que c'est. Un autre exemple que je donne à mes élèves, quand je fais, parce que moi, je suis non seulement des sciences de l'ingénieur, mais je suis également des sciences de l'éducation. Alors, quand j'enseigne effectivement les matériaux, par exemple, une fois, je voulais leur parler des problèmes liés effectivement à l'élaboration des matériaux dans les aciéries, etc. Alors, je commence mon cours en leur montrant une vidéo du bateau, le Titanic, et entre en contact avec l'iceberg et voilà, qui s'est un peu désagrégé sur les côtés. Ah, les gens peuvent se poser la question par curiosité, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer là? Donc déjà, ça attire leur attention. Mais là, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'au moment de l'impact, on a vu les rivets qui permettent donc de mettre en relation les différents tôles, les tôles qui constituent la carcasse du bateau. Pour les attacher les unes par rapport aux autres, on a utilisé ce qu'on appelle des rivets. Des rivets qui sont des métaux qu'on peut trouver sur les sacs, sur les jeans, au niveau du passage des lacets, au niveau des chaussures, etc. Je suppose que vous connaissez. Donc, ce sont des éléments de fixation donc, qui sont réalisés à partir de l'acier. Alors, sauf que dans l'élaboration, il y a eu beaucoup d'impuretés chimiques qui étaient emprisonnées à l'intérieur et qui ont impacté la qualité du matériau, ce qui a fait que ça n'a pas pu tenir. Donc, quand je montre cette vidéo et que derrière, je leur dis, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que le bateau ne va pas couler. Ils vont se sentir intéressés parce qu'ils savent qu'une petite erreur humaine liée
l'élaboration de ce matériau a occasionné des milliers de morts. Donc voilà une mise en situation de départ qui capte l'attention des apprenants et qui les incite à s'engager dans la tâche parce qu'ils vont se rendre utiles. Ils vont se dire que si j'apprends ça, je ne vais pas refaire la même erreur que les ingénieurs qui ont inventé ce bateau-là. Donc, pour dire des exemples de motivation qui peut amener les gens à apprendre d'une manière significative ce qu'ils vont faire, et bien sûr, qui peut les amener à persister dans la tâche pour pouvoir arriver au résultat. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de progression, de plus en plus, l'État incite les gens à travailler dans les cellules pédagogiques pour avoir des progressions communes, faire des devoirs standardisés. Là, c'est une motivation pour les enseignants. Parce que quand on parle de devoirs standardisés, ils sont en train de faire des comparaisons pour voir ce qu'on appelle l'effet enseignant. Quel est l'effet de l'enseignant sur l'apprentissage des élèves? Parce que je fais le même devoir avec des collègues qui sont dans le même établissement. Les autres se retrouvent avec de bonnes notes. Moi, voilà, j'ai de mauvaises notes. Ça m'interroge. Ça interroge et ça m'incite à voir comment faire, comment m'améliorer pour être au même niveau que les autres, etc. Voilà un peu des problématiques qui sont là. Je ne peux pas dire que j'ai la réponse à toutes les questions, mais voilà ce que je peux dire par rapport à celle-ci. Merci, c'est bon, merci. Monsieur Souleymane Diop. Bonjour. Bonjour, M. Diop. Vous allez? Ça va bien, merci. À propos de l'exposé sur la motivation, en enseignement présentiel, on sait que l'apprenant doit se trouver dans une situation, selon Brousseau et Chevrard, dans des moments didactiques et adidactiques. L'apprenant se trouve dans trois situations. Une situation d'action, deux, la situation de reformulation, et trois, la situation de validation. Est-ce que ces trois moments-là, on peut les utiliser en enseignement en ligne? Dans la situation didactique, le milieu doit aller de soi, transparent et non problématique. Donc, est-ce que ces trois moments-là, on peut les trouver en enseignement en ligne? Voilà. Merci beaucoup, M. Diop, pour votre question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'entame de mon propos, j'ai dit qu'avec l'avènement de l'ENSET, il y a les modalités d'apprentissage qui ont complètement été bouleversées. Ce n'est plus exactement la même chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les plateformes de formation à distance offrent une certaine flexibilité. Une flexibilité quant à l'engagement des uns et des autres sur les activités. Je m'explique. Les activités qu'on réalise en formation à distance sont beaucoup plus asynchrones que synchrones. C'est-à-dire, il y a des moments de synchronicité où l'enseignant est directement en contact avec les apprenants. Généralement, c'est le début du module. Je donne une heure précise où les gens se rencontrent. Et naturellement, dans ces moments-là, qui peuvent durer une heure, c'est pour l'explicitation des consignes de travail. Attention, l'enseignement à distance, ce n'est pas de la visioconférence. On fait de la visioconférence pour enrôler les apprenants dans la tâche. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire que en présentiel, j'ai un cours de 4 heures, donc forcément, je vais faire une vidéoconférence de 4 heures. Non, cela ne marche pas comme ça. Cela veut dire que cela ne peut pas être exactement pareil comme s'il s'agissait d'un apprentissage en présentiel. C'est la mise en ligne de ressources et on parle de scénarisation. Si on parle de scénarisation, c'est-à-dire une mise en scène parce que tout simplement, l'enseignant n'est pas en permanence en face des élèves pour donner des explications. C'est pourquoi on a mis sur la plateforme un certain nombre d'outils qui peuvent être des outils synchrones, voire des outils asynchrones, où les gens peuvent, à leur rythme, venir faire les activités, bien sûr, selon un calendrier préalablement défini,
qui fait qu'effectivement, on ne peut pas retrouver la même démarche en présentiel qu'en distanciel. Ce n'est pas exactement pareil. D'accord, M. Dieye, merci. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une petite analyse à propos des deux types d'enseignement en ligne et en présentiel? Dans l'enseignement présentiel, le milieu doit être transparent et aller de soi, et non problématique. Mais comment transférer ça dans l'enseignement en ligne pour que le milieu ne soit pas transparent et non problématique? C'est par rapport au contenu proposé dans la plateforme ou bien c'est par rapport à quoi? Alors, déjà, il faudra relativiser par rapport à la transparence du milieu dont tu parles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un individu a sa propre singularité. Les gens sont différents et nous n'apprenons pas de la même manière. Ce qui peut être très transparent pour un apprenant ne l'est pas pour un autre. Ça, c'est scientifiquement connu et tout le monde en est d'accord. Pour tous ceux donc, qui connaissent très bien comment fonctionnent les choses en sciences de l'éducation. Donc, nous sommes tous différents. Quand on pose un problème, si c'était transparent pour tout le monde, cela veut dire que tout le monde aurait compris, je fais un devoir, tout le monde a 20 sur 20. Et vous savez très bien, M. Diop, que cela ne se passe jamais comme ça. Il y en a qui ont 18, d'autres qui ont 15, d'autres qui ont 3, etc. Cela veut dire que donc, la situation exposée devant les apprenants en présentiel n'est pas toujours transparente. Donc, je mets ça je prends ça avec des pincettes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que des analyses comparatives entre l'enseignement à distance et l'enseignement en présentiel ont été faites par plusieurs auteurs. Moi-même, dans ma première formation en ligne, je l'ai fait, je ne sais pas combien. Maintenant, pour faire cette analyse, chacun a comment dirais-je, sa porte d'entrée et a ses indicateurs. Moi, je ne le ferai pas comme vous l'avez dit, mais ce qui m'intéresserait dans cette histoire-là, la comparaison, c'est surtout l'engagement dans la tâche et la présence du tuteur, oui ou non. Ce que j'appelle tuteur, c'est celui qui coordonne les activités. Ça peut être l'enseignant. D'accord? Alors, et de ce point de vue, il y a des différences notoires. La première chose à dire par rapport à la formation à distance comparée à la formation en présentiel, c'est que l'enseignant n'est pas du tout en face à face avec les élèves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un cours en présentiel de 2 heures. En distanciel, je ne vais pas passer 2 heures à parler avec mes élèves. Je peux les convoquer pour 30 minutes en synchrone et pour le reste, c'est des activités. Maintenant, quand tu poses une question, l'enseignant n'est pas là pour répondre tout de suite. J'ai donné l'exemple de l'espace de recueil des préoccupations des apprenants, à savoir le forum général. Ils vont poster le problème et il appartient à l'enseignant quand même de réagir assez vite dans les heures qui suivent. Donc, dans la journée, il va falloir répondre à la problématique pour permettre à cet apprenant qui a des difficultés à pouvoir poursuivre la tâche dans laquelle il est engagé. Donc, voilà, ça montre tout de suite qu'il y a une déconnexion entre ces deux problématiques-là, à savoir la formation à distance et la formation en présentiel. Donc, le fait qu'il y a effectivement des interférences que l'on peut noter entre les domaines cognitifs, les domaines affectifs et bien sûr la motivation, fait que la manière de contrôler le travail que font les apprenants sur la plateforme ne peut pas se faire en temps réel. Donc, les situations et les contextes ne peuvent pas être les mêmes. Donc, c'est comme le jour et la nuit vraiment. Mais en tout état de cause, pour régler toutes ces problématiques, c'est pourquoi les gens ont réfléchi pour dire qu'il faut mettre un artefact. L'artefact ici serait effectivement les outils qu'on met à la disposition des enseignants et des apprenants pour qu'ils puissent garder le contact. Et ces outils, c'est le chat, c'est le forum de discussion, c'est le wiki, c'est le tableau blanc, etc., etc. Et évidemment, il va de soi qu'en formation à distance et en formation en présentiel, leur utilisation ne peut pas être la même chose.
Donc, voilà ce que je veux dire par rapport à ce problème. Merci, M. Dieye. Il y a d'autres questions, je vois. Oh, M. Gueye Malay, je voulais juste intervenir. M. Gueye, oui, allez-y. C'est M. Gueye Malay. M. Malay Gueye, oui, allez-y. Je voulais rectifier justement pour M. Amadouba, pour dire que comme nous sommes en groupe, il est bon de clarifier les choses. Les évaluations individuelles ne sont pas interdites. Hein. Il y a des évaluations au niveau des bassins, mais ce qu'on recommande surtout et qui est dit, est que les évaluations dans les bassins ne peuvent pas être l'objet d'une suppression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer un devoir du bassin. Mais il y a des évaluations individuelles, mais tout en conservant toujours les évaluations du bassin. Mais les évaluations individuelles existent toujours. On peut bel et bien les faire. Donc, ce n'est pas interdit. Je voulais faire juste cette précision. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup, M. Gueye. C'est clair. Une autre intervention, Amadou Bokoum Faye. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, M. Diagne. Oui, bonjour, M. Faye, je vous entends très bien. Voilà, c'est M. Faye, professeur de sciences physiques au lycée de Taïwan-Niassène. Voilà, j'apprécie beaucoup votre exposé, c'est vraiment riche et clair, très clair. Bon, je voulais juste revenir sur un point, là où vous parlez de la dimension cognitive. Vous avez cité qu'un apprentissage non compris est considéré comme un apprentissage non appris. Alors voilà, moi je voulais savoir quelle différence faites-vous entre un apprentissage non compris et un apprentissage mal compris? Et quel effet pourrait-il avoir sur la motivation de l'élève? Voilà. Merci beaucoup. Oui. Oui, je pose. Oui, allez-y, voilà, allez-y. La question suivante. Voilà, quel impact l'âge de l'élève? Parce qu'on peut avoir dans une classe où l'élève est plus âgé, surtout si c'est en présentiel. Un élève plus âgé que ses pairs. Et voilà, dans ce cas-là, quel impact pourrait-il avoir au cours, dans sa motivation en classe? Voilà, la différence d'âge. Et aussi, bon, ma troisième question est comment peut-on apprendre à connaître les élèves à distance? Parce qu'on nous demande des fois de connaître les enfants, bon, avant peut-être de les enseigner. Apprenez à connaître, certainement vous ne les connaissez pas. Voilà. Donc, comment peut-on apprendre à connaître les enfants à distance, surtout si on a des enfants? Okay, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être avant de répondre à votre première question, il me faut peut-être mettre le focus sur ce qu'on appelle le traitement de l'information selon Atkinson et Shifrin. Parce que les cognitivistes sont d'accord aujourd'hui sur comment l'information est traitée en mémoire. Parce que nous avons trois types de mémoire dans notre cerveau. Il y a ce qu'on appelle les registres sensoriels, nos organes de sens qui captent l'information de départ, qui les traitent et qui les font transiter vers ce qu'on appelle la mémoire de travail ou mémoire à court terme. Et après un travail d'élaboration, cette information-là va demeurer en mémoire à long terme. Ceci permet de comprendre comment on peut mémoriser. Alors, je le dis parce que quand nos organes de sens captent l'information, parce qu'on peut avoir de l'information visuelle, de l'information auditive, il y a de l'information tactile également qu'on peut avoir. D'accord? Si on prend l'exemple des médecins, des kinésithérapeutes, etc. OK. Alors, ceci, donc, nous vient de l'extérieur et cette information-là est filtrée. Parce que dans toute information, il y a du bruit de fond qui n'est pas considéré comme étant de la bonne information. Alors, l'information qui nous intéresse va transiter, après avoir été filtrée, va transiter dans la mémoire de travail qui garde l'information pendant quelques secondes. Ce n'est pas long, maximum 20 secondes. Alors, le problème, c'est que l'information qui est en mémoire à court terme doit être élaborée pour pouvoir demeurer dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est dans la mémoire à long terme que l'on peut se souvenir de beaucoup de choses. Il y a un chercheur qui s'appelle Miller, c'était en 1956, qui a montré que quand on apprend à peu près 7 éléments
d'informations qui sont différentes, hein, qui ne sont pas interconnectées, ou bien beaucoup d'éléments, disons beaucoup d'éléments, on ne peut en retenir que 7 plus ou moins 2, c'est-à-dire entre 5 et 9. Alors, en l'absence de travail d'élaboration, cette information-là, qui ne peut durer que quelques secondes dans cette mémoire à court terme, risque de disparaître. Donc, il faut faire un travail d'élaboration. Et ce travail d'élaboration est multiple. On se rappelle les mnémotechniques quand on apprenait la conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicar? Ça, moi, je l'avais appris à l'école primaire. Jusqu'à présent, je l'ai gardé en mémoire. Le fait de faire un travail de synthèse, de prise de notes, l'élaboration de cartes conceptuelles, mettre l'information sous forme de schéma, c'est un travail d'élaboration qui permet de faire transiter l'information à court terme vers la mémoire à long terme. Et ceci, maintenant, cette information qui est en mémoire à long terme peut y demeurer en permanence. Donc, on se souvient de beaucoup de choses qu'on a apprises depuis l'école primaire. C'est parce que c'est demeuré en mémoire à long terme. Ceci dit, quand j'apprends des choses par cœur, je prends une leçon, d'accord, j'ai assisté à un cours d'histoire ou de géographie, voilà, j'ai mon cours devant moi, j'apprends par cœur. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 semaines? J'oublie un mot dans un paragraphe, je risque d'oublier tout le paragraphe. Et quand tu oublies tout le paragraphe, tu oublies tout le chapitre. Voilà ce que j'apprends, parce qu'on fait le distinguo entre ce qu'on appelle apprentissage significatif ou apprentissage machinal. Apprentissage machinal, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par cœur. J'ai appris par cœur, je sais restituer textuellement, mais je n'ai rien compris. Qu'est-ce que je suis capable de faire de ce que j'ai appris? Ce qu'on appelle la conceptualisation. Est-ce qu'on a la possibilité de conceptualiser ce qu'on a appris? Donc, c'est pourquoi on dit qu'un apprentissage non compris est considéré comme un apprentissage non appris. Alors que si c'est significatif, que tu as la possibilité de paraphraser, c'est-à-dire d'utiliser tes propres mots, d'accord? Tes propres mots pour expliquer la leçon, en ce moment-là, tu as compris. Je prends mon exemple en classe de 4e au collège. Quand les leçons commençaient à devenir très volumineuses, je me suis dit, attention, l'apprentissage par cœur ne peut plus passer. Parce qu'à l'époque, on ne nous apprenait pas ce travail d'élaboration à mettre en œuvre pour apprendre. Je me suis dit, je vais traduire ces leçons-là en Wolof, dans ma langue maternelle. Je racontais, voilà, à mes petites sœurs, la traite négrière, par exemple, en Wolof. Je le comprends très bien en Wolof. Si on me pose des questions en français, je suis capable de répondre. En construisant mes propres phrases. Là, c'est de l'apprentissage significatif qui me permet donc de faire demeurer l'information dans la mémoire à long terme. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième question, quand vous parlez de l'impact de l'âge de l'élève par rapport à la motivation. Alors, c'est vrai qu'à l'école primaire, on peut trouver ces situations-là très souvent. Maintenant, si je comprends bien votre question, vous parlez de motivation. Par exemple, un élève qui est beaucoup plus âgé que les autres et qui a peur peut-être d'aller en classe parce qu'on va le chahuter, etc. Est-ce que c'est ça, la question? Oui, effectivement. Voilà. C'est problématique. J'ai eu un cas, ça ne fait pas 2 mois. Ça ne fait pas mon doigt. C'est un de mes neveux qui était malade en classe de 3e, qui devait reprendre encore la classe de 3e pour faire le BFM. Il s'avère qu'il a 19 ans pratiquement, il était le plus grand de la classe. Il a dit à sa mère, moi je n'y retourne pas, je fais la formation professionnelle, mais ça je ne vais pas y retourner parce que damay mel ni gileem ci biir bëy. Ce sont ses propres mots. Pour dire que vous avez parfaitement raison, cette problématique-là existe, évidemment. Maintenant, il appartient aux parents, aux enseignants, parce que de plus en plus, on nous incite non seulement à faire tout simplement nos cours, mais à nous activer également dans le domaine social. Parce que l'enseignant, ça a également son rôle. De plus en plus, on parle d'identité professionnelle des enseignants, et le fait de s'intéresser à ce qui se passe en dehors des classes, à l'intérieur d'un établissement, fait partie du rôle d'un enseignant. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'identité professionnelle. Il ne s'agit pas de faire son cours et de partir. Et par rapport à ça, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer
l'impact que l'enseignant peut avoir sur les apprenants. Je parle de ma belle-mère qui était enseignante, qui est partie à la retraite, qui avait constaté, pendant qu'elle enseignait à l'école primaire, qu'il y a un élève qui était particulièrement brillant entre 8h à 10h, mais entre 10h et midi, il ne l'était plus. Pour un enseignant lambda, c'est la cravache, hein, tu ne veux pas apprendre, c'est terminé. Mais elle a essayé d'en savoir plus. Pourquoi ça, ce n'est pas possible? C'est un véritable problème d'apprentissage, un problème pédagogique. Alors, attendez 10 heures, parce que tout le monde est sorti pour ramener l'élève dans la classe. La cuisiner, et l'élève lui a fait comprendre, en réalité, ma mère est décédée, mon père a pris une seconde épouse qui ne me donne pas le petit déjeuner le matin. C'est un problème social qui impacte sur le cognitif de l'élève. Alors, la maîtresse a écrit une note donnée à l'élève, fait en sorte que ta belle-mère ne voit pas ça. Tu donnes ça à ton père, qui était gendarme, qui n'en revenait pas quand il est venu à l'école et qu'on lui a expliqué la situation. Pour dire que les problèmes en dehors de la classe impactent ce qui se passe dans la classe. Tout à l'heure, dans mon exposé, j'ai parlé de la fameuse cour de récréation. Un élève qui a peur de sortir, quel est son comportement en classe? Ça va impacter ses élèves. Parce que lui, il est là en classe, mais il va penser à quel chemin il va emprunter pour rentrer chez lui, pour ne pas se faire casser la figure. Donc voilà des problématiques qui sont là et qui sont réelles et qu'il faudrait prendre en compte comme enseignant. Le dernier élément, c'est comment comprendre les caractéristiques d'un apprenant dans la formation en ligne. Évidemment, on dit que pour savoir enseigner, il faut savoir quelles sont les caractéristiques psychologiques de nos apprenants. Ça, c'est important. Alors, je donne un exemple par rapport à moi en classe de 4e. En classe de 3e, c'était en 1984. Premier cours de mathématiques, on voit le professeur pour la première fois. Il nous donne un devoir. Qu'est-ce qui se passe? Un devoir premier jour? Personne n'a compris. Alors, on fait le devoir, on lui rend. On n'a jamais vu les feuilles, on n'a jamais vu les notes, qui n'ont jamais été comptabilisées. Alors, peut-être 10-15 ans plus tard, hein, quand je suis devenu enseignant, que j'ai compris qu'il s'agissait en réalité d'une évaluation diagnostique. Évaluation diagnostique pour savoir ce que les élèves ont dans le ventre par rapport à ces disciplines. Cela me permet de savoir comment m'orienter. Évidemment, dans la formation à distance, tout à l'heure, je parlais d'outils collaboratifs comme le forum. Il y a un article intitulé, si je me rappelle bien, connaître les caractéristiques des apprenants, tracer les caractéristiques des apprenants grâce au forum de discussion. On a tendance à dire en Wolof, ku wax feeñ. Là également en formation à distance, à travers tes écrits, on peut avoir une idée de ce que c'est que cette technique. Donc, dans ta production, dans tes interactions, dans tes interventions, etc., on peut bel et bien, à partir de ces traces, connaître les caractéristiques psychologiques de son public cible. Et ça, c'est important en formation à distance. Merci. Merci vraiment, c'est très clair. Merci beaucoup. Docteur Maurice Faye? Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Oui, tout va bien. Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Bon, je vous remercie très sincèrement de la clarté de l'exposé. Donc, ça nous a permis encore de peaufiner nos stratégies et nos méthodes d'enseignement et éventuellement de trouver des astuces pour la motivation des élèves qui est un élément fondamental pour l'acquisition de la connaissance. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez tantôt signalé, donc un outil collaboratif pour intégrer certains concepts. Donc, j'ai ici un travail que j'ai effectué. Donc, je l'ai commencé depuis l'avènement du Covid. Et c'est un cours en ligne que je continue encore de dispenser avec mes élèves en terminale S3. Alors, le thème porte sur le classement des couples oxydants réducteurs. Donc, comment je suis parvenu à intégrer cet aspect dans le cours ou dans le plan de cours. Donc, c'est en fait, l'expérience est faite par une capsule vidéo.
Donc, dans un premier temps, les élèves vont visualiser. Je précise que j'utilise Google Classroom. Oui. Donc, les élèves vont visualiser la vidéo. Et ensuite, chacun, le travail est d'abord individuel avant d'être collaboratif. Oui. Alors, donc, chacun va noter les observations de l'expérience. Et ensuite, ils vont travailler par groupe. Donc, je les ai répartis, puisque en S3, le nombre n'est pas conséquent. Je les ai répartis en trois groupes de 3, qui sont au nombre de 9. Donc, dans chaque groupe maintenant, ils chercheront à expliquer ensemble les observations qu'ils ont notées dans l'expérience. Et après maintenant, donc, ils seront chargés de désigner un rapporteur qui va exposer ce travail dans la plateforme. Et ensemble maintenant, je viendrai faire une synthèse éventuellement avant de donner le contenu. Donc, c'est des choses comme ça sur des thématiques expérimentales. Je cherche à chaque instant d'abord de faire l'expérience de visualiser par une capsule vidéo et ensuite maintenant de venir l'implanter dans la plateforme en vue de l'enseigner aux élèves. Et je vous jure que ça paye cash parce que vraiment les résultats sont là. Donc, c'est pourquoi lorsque vous avez introduit cette notion de motivation, de motif extrinsèque, donc c'est fondamental pour que ces apprenants acquièrent la connaissance. Quand l'élève n'est pas motivé par l'enseignant, quand l'élève n'est pas motivé par son environnement, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez intégrer quelque chose dans sa tête. Donc, c'est d'abord l'enseignant, cette motivation. C'est d'abord ton cours, c'est d'abord ton contenu, c'est d'abord ton scénario, c'est d'abord cette facilité de dispenser la connaissance. Donc, je pense qu'il est possible d'y arriver. Il suffit juste d'écouter les anciens comme le cours, cette formation que nous suivons, d'y accéder avec humilité et éventuellement de continuer d'apprendre. Parce qu'on ne sait rien. Il y a un scientifique qui dit tout ce que je sais et que je ne sais rien. Donc, continuons d'apprendre à vos côtés, à côté d'autres éventuellement, pour pouvoir amener cet enseignement vers un autre niveau. Et c'est possible parce que nous avons des experts. Il y a Dr Ndiaye qui est passé hier avec la scénarisation. Donc, ça a encore nous permis de booster éventuellement une partie de ce que nous savons. Il y a aussi ce cours sur la motivation qui est venu aujourd'hui intégrer encore ces notions. Donc, je pense que le champ est vaste, mais nous pouvons y arriver éventuellement. Je vous remercie très sincèrement. Et c'est cette expérience que je voulais partager avec vous, éventuellement, dans le cadre de la motivation des enseignants. Merci beaucoup, M. Faye. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure quand je parlais de partage d'expertise. Vous me considérez, c'est vrai, comme étant l'expert, entre guillemets, mais comme on le dit, l'expert apprend de sa pratique et de son travail. Et ça, c'est mon travail. J'apprends de vous également. Ce que vous proposez comme démarche, je la trouve excellente parce qu'effectivement, vous leur proposez d'observer d'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation et par imitation. Ça, c'est important dans les théories d'enseignement-apprentissage. Ils observent une expérience et vous leur demandez d'abord de faire un travail individuel. Ensuite, il y a une mise en commun. Et ça, c'est extrêmement important. Vous mettez d'abord vraiment la démarche cognitiviste en œuvre. Parce que d'un côté, quand il s'agit du travail individuel, vous mettez en exergue le constructivisme de Jean Piaget, où les gens peuvent avoir des difficultés qui leur sont internes. Et après, vous les mettez maintenant en travail de groupe. Et là, vous mettez en œuvre le socio-constructivisme de Vygotsky, où les gens ont la possibilité de négocier leurs expériences pour avoir une compréhension commune. Et l'apprentissage passe forcément par ça. Et je vous remercie véritablement de l'expérience que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci beaucoup. Souleymane Diallo. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, M. Gueye. Et là, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aussi. Bon, j'ai eu la chance d'être parmi vos étudiants. Oui, Diallo. Oui, à l'INSEP. Franchement, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Plaisir partagé, Souleymane. Voilà.
l'exposé a été clair et nous avons encore tiré des leçons, comme l'a été toujours aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais, ce n'était pas une question, mais peut-être plutôt une contribution. Après, vous allez ajouter. Voilà. Ce que je voudrais partager, c'est pour l'enseignement à distance. C'est quelque chose de très bien, mais ce que j'ai constaté, c'est le manque de la culture numérique au niveau de l'enseignement sénégalais. Le manque de la culture numérique. Si tout ça, c'est un handicap, parce que moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu mon master en ingénierie logicielle et mon mémoire, j'ai fait un dispositif d'enseignement à distance des mathématiques avec Google Classroom. Voilà, et je l'avais expérimenté avec mes élèves au lycée et ça a marché. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est le manque là de culture numérique, des élèves qui vont jusqu'en terminale première et qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Voilà, il y en a certains qui n'ont même pas de smartphone. Voilà, et là, ça peut être un blocage quelque part. Et là, je pense que la politique, c'est au niveau supérieur. Comment vous pouvez en faire en tant que, voilà, vous êtes des autorités au niveau des supérieurs, comment discuter avec les ministères pour que ça soit un défi, pour que les élèves puissent, dès le bas âge, apprendre l'informatique et voilà, être initiés à ça. Parce que c'est bien, l'enseignement à distance, c'est déjà devenu quelque chose, c'est une nécessité que je peux dire ainsi. Voilà, on peut ne pas penser actuellement à cette formation en ligne. Voilà. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, au rapport des évaluations aussi, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la motivation des élèves. Voilà, je dis que la motivation là aussi, c'est quelque chose de très important. C'est l'enseignant qui fait ça au niveau des apprenants. Par exemple, si je prends un exemple, moi j'ai pris un cours de mathématiques au niveau supérieur, c'est-à-dire OpenGL qui joue sur les optimisations, où on parle j'ai montré aux élèves le voyageur du commerce, quelque chose qui est strictement des choses mathématiques. Un voyageur de commerce qui doit se déplacer dans plusieurs villes. Et je leur ai montré un programme qui permet aux voyageurs d'optimiser les chances voilà, de voir le chemin le plus court pour optimiser ses économies, tout ça. Et je leur ai montré aux élèves pour montrer l'importance des mathématiques, mais avec les numériques aussi. Tout ça, peut-être ça fait partie des motivations qu'il faut donner aux élèves pour qu'ils aiment bien sûr que la matière, mais aussi c'est que la technologie, c'est quelque chose de nécessaire actuellement. Voilà. Franchement, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas être très long, là, je vous remercie et là, j'ai ton plaisir, voilà, d'être là avec vous. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Souleymane. Hein. Ça me fait plaisir vraiment d'entendre votre voix. C'est vrai, ça fait un bail. Voilà. Donc, Dieu fait bien les choses. On s'est retrouvés comme ça. Voilà. Alors, peut-être pour parler de la culture numérique, c'est vrai. Comparé il y a 20 ans, moi, j'ai découvert, j'ai touché au premier ordinateur quand j'ai été étudiant. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Mes enfants à l'école primaire connaissent déjà, l'utilisent comme ils veulent. C'est vrai qu'ils sont dans un établissement privé. Avec l'avènement des téléphones portables qui sont devenus accessibles à tout le monde, les gens parviennent à faire beaucoup de choses. Néanmoins, il y a encore un chemin à faire pour que ça soit davantage vulgarisé au niveau des établissements du secondaire. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il a été démontré scientifiquement que quand les gens ont des difficultés à apprivoiser la technologie, ces difficultés se répercutent dans leur apprentissage sur les plateformes de formation à distance. Donc, vous avez bien raison de souligner cet aspect-là. Et effectivement, il serait bien que les autorités, c'est vrai, font des efforts dans ce domaine, mais ça reste encore. Quand les étudiants viennent à l'université, voilà, on parlait d'un étudiant d'un ordinateur. Ils ont tous aujourd'hui un ordinateur, très souvent.
ce qui nous a facilité, nous, en tout cas, le travail pour faire la formation à distance, mais on gagnerait davantage à préparer les gens à cette culture numérique dès le plus bas âge pour que cette intégration-là soit le plus rapide possible. Vous avez parfaitement raison, Souleymane. Je donne la parole à Moussa Sarr. Oui, donc Moussa Sarr va poser la dernière question puisqu'on veut vous libérer et on a pris beaucoup de temps. Donc Moussa, oui, allez-y. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui, bien sûr, on vous entend, M. Sarr. Bien, nous vous remercions vraiment beaucoup, M. Diagne, et nous vous témoignons toute notre gratitude. Bien, en fait, pour aller dans le vif du sujet, moi, j'aimerais savoir vraiment comment l'élaboration de cartes conceptuelles. Ça, si je comprends bien, c'est quelque chose, donc si on a compris quelque chose, ou bien si on nous dit une information, qu'on puisse l'assimiler à quelque chose d'autre que l'on sait bien. Si je prends l'exemple de quand on vous présente une personne, donc oui. on vous dit son nom. Donc, en tout cas, à mon niveau, pour mémoriser son nom, il me faut assimiler son nom-là à quelqu'un d'autre que je connais. À chaque fois que je vois cette personne, c'est comme si je voyais l'autre que j'ai déjà connu. Et il y a d'autres phénomènes aussi dans l'apprentissage, par exemple, des outils que l'on peut prendre, par exemple, l'éponge. Ensuite, quand je parle de l'absorption de l'eau ou bien l'absorption de la lumière blanche, donc quand un corps réfléchit, la couleur d'un corps qu'on voit, c'est tout simplement la couleur blanche, la couleur qu'il a réfléchi. Donc les autres couleurs ont été absorbées. Et les élèves avaient déjà des problèmes pour connaître vraiment ce que c'est qu'absorber. J'ai pris l'éponge, j'y ai mis de l'eau et bon, l'éponge a absorbé l'eau et c'est comme ça qu'ils ont pu connaître exactement ce que c'est que le mot là, l'absorption. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la carte conceptuelle ou bien c'est la modélisation ou bien c'est schématiser l'information? Voilà, je partage avec vous un exemple de carte conceptuelle que j'ai réalisée sur les théories d'enseignement-apprentissage. En réalité, c'est une représentation mentale. On l'appelle mind mapping, carte conceptuelle, etc. Et il y a des logiciels qui permettent de faire des applications, comme on peut le faire également sur feuille de papier. C'est-à-dire, les gens, en réalité, cette réalisation de carte conceptuelle est partie de David Ausubel, qui a mis en évidence l'apprentissage significatif. Évidemment, c'est-à-dire, pourquoi une carte conceptuelle? Parce qu'on veut lire ce qu'il y a dans cette fameuse boîte noire. Une personne est en train de développer, mais comment il structure tout ce qu'il est en train de lire? On lui demande de mettre ça sur papier, de coucher ça sur papier. Il fait donc une représentation de ce qui est dans son cerveau sur feuille de papier. Donc, une représentation mentale. Alors là, c'est un exemple que j'ai tiré de là. Et il y a des logiciels, des applications qui vous permettent de le faire, comme FreeMind, comme Mode 2.0. Voilà, je pourrais peut-être l'écrire au niveau de la messagerie. Ça vous permettra de les essayer. Et allez sur Google, tapez carte conceptuelle. Vous allez voir des définitions, des exemples, etc. Par exemple, je mets mode. Voilà. Est-ce que c'est les mind maps, c'est ça dont vous parlez, les mind maps? Oui, c'est bien ça. OK. C'est bien ça. C'est bien ça. FreeMind, il y a Semap Tools. Là, je vous envoie effectivement des logiciels qui sont gratuits, hein, que vous pouvez télécharger sur Google et qui vous permettront de faire pas mal de choses. Même dans la préparation de vos cours, quand vous avez plusieurs sources d'informations et que vous voulez faire un travail de synthèse, ça permet de voir, voilà, aujourd'hui je fais un cours de physique, voilà, sur, je ne sais pas, les forces. Je peux mettre en haut les forces, en c'est quelle ramification, ce qui te permet de voir qu'est-ce qui doit être logé dans le grand 1, dans le grand 2, dans le grand 3. Et là, une fois que c'est structuré comme ça, il y a une visibilité globale de la démarche à suivre, ce qui permet véritablement de savoir qu'est-ce qu'il faut découper en contenu pour le mettre à tel niveau, etc.
Donc, ça peut aller beaucoup plus vite comme ça. Voilà, je ne sais pas. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de développer davantage, mais on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Parce que c'est moi-même qui donne ce cours ici à l'INSEP, l'utilisation de cartes conceptuelles, voilà, pour la mise en œuvre, voilà, de certains types d'éléments. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Dr Diagne, pour cette intervention et vraiment très interactive avec les participants. Vraiment, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et de répondre aux nombreuses questions de nos participants. Donc, on va être en contact par email, Dr Diagne, mais juste avant de partir, est-ce qu'il serait possible qu'on fasse une photo de famille avec tout le monde? Et si certains peuvent ouvrir leur caméra pour qu'on puisse faire une photo de famille, ça serait bien. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Christelle. Donc, j'ai été heureux de travailler avec vous et de partager le peu d'expérience que j'ai sur la formation à distance. J'ai également beaucoup appris des échanges, ce qui me permettra davantage de me renforcer en termes de démarche et de procédure. Je vous remercie. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Christelle, excuse-moi, j'utilise une machine sans caméra. D'accord, pas de problème. Si vous n'avez pas de caméra, ce n'est pas grave. Juste ceux qui l'ont, ouvrez-la et on va faire plusieurs photos. Je vais arrêter l'enregistrement. Par contre, voilà.